Bienvenue sur En Vrai, le podcast signé Coca où l'on aborde des sujets dont tout le monde parle, ou pas encore, et où chacune partage sa vérité, parce qu'on est persuadé d'une seule chose, il n'y a pas de vérité absolue. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'art en entreprise ou outils marketing ou véritable engagement culturel. À l'heure où les marques investissent musées, studios d'artistes ou encore événements culturels, la question mérite un peu d'être posée. D'un côté, l'entreprise peut offrir des moyens, de la visibilité, voire un nouveau terrain d'expression et d'expérimentation. De l'autre, l'art risque parfois d'être récupéré, lissé ou instrumentalisé. Dans cet épisode, on va explorer les tensions, les opportunités et les zones grises entre ces deux mondes. Quel rôle peut jouer l'entreprise dans le soutien à la création ? Comment garantir l'authenticité d'une collaboration artistique ? Ou encore, l'art a-t-il sa place dans les bureaux au cœur même du quotidien professionnel ? Avec moi aujourd'hui pour en parler, 3 invités au profil très complémentaires. Tout d'abord, Florence Grivel, journaliste, écrivaine, scénariste et même performeuse suisse. Je ne sais pas si tu as encore d'autres cordes à ton arc. Oui, tellement, mais on va se calmer. S'arrêter là. Et tu animes aussi un podcast sur l'art, je crois. Oui, j'ai aussi une petite société de podcast à côté de la RTS où je travaille, qui s'appelle Young Pods. Et on vient de sortir justement 3 saisons qui s'appellent Art School. On donne rendez-vous à des jeunes gens devant de l'art contemporain suisse qu'ils peuvent interroger. Ensuite, les artistes rentrent en interaction avec eux. C'est super, c'est sur les réseaux, sur toutes les plateformes d'écoute. Please, écoutez ça, c'est chouette, c'est partagé. Super, merci beaucoup. Milica Slachatin, j'espère que j'ai bien prononcé, artiste et designer graphiste, fondatrice de Wow Illustration depuis 2020. Exactement, bonjour. Tu as aussi collaboré sur des projets avec Coca un petit peu. Exactement, collaboration avec Soren, le Coucou et mise en vente sur Coca. Et des vêtements aussi. Et des vêtements, voilà. Oui, je fais plein de collabs avec des designers, des créateurs. Super. Et enfin, pour terminer, Jonas, que vous connaissez aussi peut-être sous le pseudonyme de Commode, acheteur chez Coca depuis 4 ans. Et oui, merci, bonjour. Merci d'être là, c'est très chouette de parler de ce sujet. Et puis du coup, tu t'intéresses un peu à l'art aussi. Moi, je m'intéresse un peu et en fait, surtout que comme j'ai un peu une sensibilité, on va dire, j'aime bien proposer des projets au sein de Coca, donc en collaboration avec des artistes, avec des associations aussi, voilà, donc pour amener un petit peu l'art dans les maisons de notre communauté. Exactement. Super, Gros projet. Une première question qui est peut-être pas la plus facile pour commencer, mais on se lance. À votre avis, pourquoi les entreprises s'intéressent-elles à l'art ? Peut-être Florence, toi qui as plusieurs facettes de la vue et facettes de l'art. C'est pour toi que tu passes en première. Est-ce que c'est vraiment, tu penses que les entreprises elles ont un vrai intérêt authentique à s'intéresser ou est-ce que c'est pour certaines un levier marketing peut-être plus que d'autres ? Entreprise, on peut mettre les banques aussi. Oui, j'imagine. Parce que les banques suisses, par exemple, ont des collections assez impressionnantes d'art et des très, très belles collections. Crédit Suisse avait commencé en 1975 à collectionner. Il y a à peu près, je vois, 10 000 œuvres d'artistes suisses aussi d'ailleurs. La BCV aussi à 2400 œuvres. Elle collectionne depuis 1970 aussi. L'UBS, plein d'autres. Enfin bref. Et c'est assez intéressant parce que, alors, on pourrait se dire que c'est opportuniste, mais pas que. C'est aussi vraiment un soutien aussi à la scène artistique, soit locale, soit suisse, soit parfois aussi internationale. Ce sont des collaborations. Il y a des choses très originales. Je pense justement à la BCV où, en général, tous les 2-3 ans, il y a une exposition dans un grand musée avec des artistes collectionnés qui viennent d'entrer dans la collection ou pas. Ça permet justement de faire ces rencontres entre le privé, le public et les publics aussi. Enfin, moi, j'ai rien contre ça du tout. Je suis même pas sûre que ce soit pour du blanchiment d'argent ou quoi que ce soit. En tout cas, pour les exemples que je donne là, c'est vraiment du soutien. Et puis, ce que je trouve aussi d'assez passionnant, c'est que tout le monde ne va pas dans les musées, tout le monde ne va pas dans les galeries. Et la plupart de ces œuvres, elles sont dans les bureaux, dans les halls de ces banques, ce qui permet aussi de rencontrer de l'art. En général, il y a des informations et c'est aussi une manière d'infuser pendant qu'on est en train d'attendre un retrait ou d'avoir rendez-vous avec un agent, peut-être d'avoir une petite fenêtre de créativité qui s'offre à soi, quoi. Voilà.
Puis je rebondis un peu là-dessus sur le fait de dire que le fait de rendre accessible l'art justement à des personnes qui vont pas la chercher par elles-mêmes. C'est un peu pareil pour Coca. On a aujourd'hui, donc moi je suis acheteur, je propose des offres de produits et on a des familles, des univers de produits qui sont le vin, le sport, la famille, le meuble, la décoration. Et on pourrait peut-être, mais aujourd'hui c'est pas le cas, avoir un univers totalement dédié à l'art. Donc quand on fait des projets comme ça, c'est un petit peu rajouter une corde à l'arc de Coca et aussi permettre de faire découvrir à notre communauté qui est grande, 1 million de personnes, de leur montrer aussi et de leur faire découvrir des artistes qui soient locaux ou un peu plus internationaux. Et justement, dans cette idée-là on fait pas ça pour faire de l'argent, clairement, mais on fait ça pour amener un peu plus. Et puis aussi, peut-être, ça nous amène de l'image, c'est clair, mais d'élargir un peu, de rajouter une branche à l'arbre Coca, quoi. Ouais. Ouais. Je pensais aussi beaucoup aux collaborations avec donc quand les entreprises appellent des artistes à designer que ce soit une montre ou un objet ou ça leur donne aussi un petit coup d'élan et de comment on dit voilà. De boost, de visibilité. De boost, mais plutôt aussi de confiance aussi, c'est gratifiant, non? Non, par rapport à l'entreprise, pour moi, c'était plutôt je perds mes mots, c'est terrible. C'est terrible, pardon. Pas de souci. Ouais, c'est pour une manière de soutien ou de s'investir dans la culture. Et typiquement, quand on s'est rencontrés justement au Design Days à Lausanne, où on avait une connaissance en commune qui était Soren, et puis on a discuté tous les deux. Moi, j'adorais ce que tu faisais. Puis je t'ai dit, quel projet on pourrait faire pour faire connaître ton art et puis ce que tu fais chez Coca. On pourrait vendre juste une estampe, mais on pourrait pas faire une collaboration. On est parti sur des idées de faire ton dessin sur des chaises avec une marque suisse. Et puis après, on s'est dit, mais attends, on a quelqu'un qu'on connaît bien. Soren, il travaille avec Coca. Chaque année, on sort un peu des nouveautés avec lui. Et puis là, on s'est dit, mais ce serait génial d'avoir tes dessins sur le coucou. Toi, comment tu as pris un peu cette chose-là? Est-ce que tu t'es dit, tu connaissais Coca avant et tu t'es dit, c'est trop commercial, ou non, tu dis, c'est une opportunité et je la prends, quoi? Non, alors bon, je connaissais Coca, mais quand tu m'as proposé, j'ai un peu, c'est très intuitif chez moi. Est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas? Et puis je dis oui, pourquoi pas? Et ça c'est clair au début, c'est vraiment quelque chose qui est bien pour l'artiste, pour se faire connaître au grand public, parler de soi, c'est aussi du marketing. Mais une fois passé cette étape-là. C'est aussi l'échange, voir comment chacun travaille, un peu agrandir la vision pour connaître d'autres univers aussi. Ouais. Et en tant qu'entreprise, justement, à quel moment on se dit on va peut-être acquérir des œuvres d'art, s'engager artistiquement? Comment on en arrive à cette question? Comment on arrive à se poser cette question? Et puis comment on franchit le cap aussi? Nous, ce qu'on propose, c'est qu'on propose de mettre en lien des artistes et des œuvres à des clients directement. Donc, chez Coca, je ne pense pas qu'on ait fait d'acquisition pour nous. Il y a le Mousquetaire, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler ou pas, mais typiquement, en 2017, on a eu l'opportunité d'acquérir un tableau de Picasso, le Mousquetaire, et on a offert à la communauté, encore une fois, d'acheter une part ou des parts de ce tableau. Donc 25 000 personnes sont aujourd'hui propriétaires de ce tableau. Et c'est clair que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire et qu'on n'aurait pas fait, je pense, sans cette communauté. Et le but avec cet investissement, c'est pas un investissement financier parce que ça nous coûte plus aujourd'hui, je pense, que ce que ça nous rapporte. Mais dans l'histoire de Coca, c'est clair que ça a un vrai impact et ça nous amène aussi de la légitimité. Quand je vais rencontrer des artistes ou des personnes qui sont un peu plus experts dans le milieu de l'art, elles vont nous suivre parce qu'elles ont vu qu'on a déjà eu un engagement à ce niveau-là. Donc je pense que c'est aussi peut-être ça nous a apporté de la légitimité, même si à la base c'était juste un projet un peu fou.
d'acheter ce Picasso, quoi. Mais en même temps, ça montre aussi à quel point l'art peut être fédérateur aussi, parce que justement, ce coup que vous avez fait, qui est quand même vraiment une sacrée bascule, hein, justement, la ville de Bâle, dans les années 70, avait fait appel aux citoyens en disant, voilà, le Kunstmuseum, je crois que c'était ça, de Bâle, voulait acquérir 2 Picasso, ça coûtait très très cher, ils avaient demandé temporairement une petite hausse d'impôts aux citoyens, et ils avaient dit, et les citoyens avaient dit, OK. Donc il y avait vraiment Bâle aussi, il y a une très grande tradition culturelle, artistique, avec des grandes galeries, avec la Fondation Beyeler plus tard, etc. Et en fait, je crois que Picasso avait eu vent de cette histoire. Ça l'avait tellement touché qu'il avait en plus offert 2 œuvres au Kunstmuseum de Bâle. Donc, il y a quelque chose, quand on se sent accueilli et pris dans un projet comme ça, même si l'art parfois peut faire peur, parce que c'est parfois élitaire, etc., je trouve que c'est très beau de voir cette foule. Je trouve ça dingue. 25 000 personnes qui ont donné de la... Et je pense qu'on aurait pu avoir plus... Il y avait plus de parts que ça, donc les personnes ont acheté 1 ou 2 parts, mais il y avait 40 000 parts, je crois, mais ouais, ça... Mais la question que je me pose, ce coup-là, qui est dingue, quoi, qui a vraiment été très relayé, encore aujourd'hui on en parle, puis maintenant il y a encore des projets pour montrer ces œuvres à un plus grand nombre. Pourquoi ne pas réitérer à un coup pareil? Est-ce que justement c'est que publicitaire, un peu, paf, on fait une fois, et puis... Je pense que c'est pas un truc qui est naturel chez nous, ou la gestion de l'art, donc on est une entreprise, tu vois, et je pense qu'acheter un tableau de Picasso, derrière il y a des contraintes énormes. De conservation, d'assurance. Exactement, tous ces points-là, et puis pouvoir en faire bénéficier tout le monde. L'idée, c'est que tout le monde puisse, qu'il soit pas enfermé dans un de nos bureaux sous clé, et puis que personne puisse le voir, ou quelques visiteurs qui passent ici. C'est de le montrer à tout le monde. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une équipe dédiée si on voulait acquérir plus d'œuvres. Il faudrait qu'on ait une équipe de 20 personnes dédiées à ça, et puis aussi faire des expos et tourner. C'est un métier, quoi. Et c'est pas le nôtre. Donc, c'est pas votre vocation. Je pense pas, non. Je pense pas. Mais par contre, on peut faire des projets, comme avec Milica, des projets un peu, ou la Journée des Arts, des projets différents qui nous permettent de toucher aussi du monde, de mettre en avant des artistes. Et oui, Picasso, c'est clair que c'est un nom qui parle à tout le monde. Par rapport à ça, si ça avait été un artiste un peu moins connu, peut-être qu'il n'y aurait pas eu autant d'engouement, et ça n'aurait pas autant fait parler, c'est clair. Moi, j'ai une question peut-être pour toi, Milica. Là, on voit, du coup, c'est par exemple des grands noms connus, où les entreprises vont acheter des tableaux que le plus grand nombre connaissent, ou entre guillemets, des tableaux connus, quoi. Mais comment les entreprises, elles vont vers des artistes comme toi, et elles s'intéressent à des projets comme toi? Est-ce que c'est toi qui vas peut-être démarcher? Est-ce que c'est eux qui viennent te voir? Comme tout, je pense au départ, il y a une rencontre, un échange, et puis si le courant se fait, et après on discute sur les projets. Après, typiquement avec Jonas, on s'est rencontrés au Design Days l'année passée. Il a vu ce que je faisais. Je pense que tu connaissais pas du tout. Non, je connaissais pas. Voilà. Et ça lui a aussi amené de la créativité par rapport à son job à lui, et des idées comment on pourrait collaborer. Et avec Oka, c'était plutôt Jonas qui est venu vers moi et qui m'a proposé quelque chose, et moi je me questionne, est-ce que ça m'intéresse ou pas, et on y va, et après il y a toute la discussion, comment le faire. Et du coup, dans ton processus de création, c'est quelque chose qui est pour toi valorisant, ou justement qui est limitant, parce que tu dis que justement tu dois te conformer à peut-être ce qui est attendu par une entreprise? Alors, peut-être je vais revenir un peu sur mon cursus. Moi, j'ai fait une école d'art à Lucerne. J'ai fini les Bildende Kunst, donc équivalent Beaux-Arts. Et quand j'ai fini, je suis assez vite tombée dans le graphisme. Et je faisais des dessins, c'était des sérigraphies ou des installations qui sont liées à l'architecture, rien à voir avec le corps, des choses très rigides. Et je n'ai jamais voulu gagner l'argent. Donc, penser à créer une image pour la vendre, je trouvais que c'était pas du tout... c'était mon image de l'art qui est pas du tout compatible avec le commerce. Et ces illustrations, c'était à une période,
aussi de mes études. Des fois, tu te prends la tête à réfléchir, à créer. Et pendant les trajets, je me suis dit, bon, comme je dessine pas de corps, dessine un corps sur ton cahier pour un peu te libérer, vraiment lâcher prise. Ouais. Et il est né comme ça, en fait, le projet. Donc, je dessinais. Puis, la seule contrainte qu'il fallait, c'est mettre tout le corps sur une page. Et quelques années plus tard, donc voilà, 2019, 2020, de nouveau, je suis prise dans mes affaires de graphisme, aussi artistiquement, et je me suis souvenue à ce sentiment-là, et je me suis dit essaie de retrouver ces esquisses. Ouais. Je les ai retravaillées, et pour moi, c'est un projet d'illustration. C'est pas un projet artistique, puisque je viens de ce monde-là. Ouais. Et c'est pour ça que je me permets aussi d'avoir, et je m'amuse aussi d'avoir un jeu de vente, de marketing, tout en ayant vraiment derrière ce projet une communication claire, voilà, sur la body positivité. Ouais. Etc. Donc pour moi, c'est pas du tout quelque chose. Si l'ambiance me plaît, si le projet me plaît, je me mets pas des barrières par rapport aux collaborations des entreprises. Tu vas au feeling. Au feeling, et bien sûr, je me pose la question. Ok, qu'est-ce que ça va m'amener? Ouais. Et moi, ça me fait juste rebondir parce que quand on parle d'art et entrepreneuriat, finalement, l'art, depuis qu'il existe, a toujours été lié à un pouvoir entrepreneurial, que ce soit l'Église, que ce soit les seigneurs, etc. Et ça, on oublie parce qu'il y a eu cette période romantique où les artistes, fin 18e, 19e, ont voulu se désolidariser finalement de ce système où il y avait des mécènes qui donnaient de l'argent, qui payaient des artistes pour faire... je veux dire, Michel-Ange, la chapelle Sixtine, c'est pas sur un projet enfin, on est venu le chercher. Et donc ça, c'est vraiment important aussi de se dire qu'il n'y a pas que c'est pas vulgaire de travailler, que l'art soit lié non pas seulement au marché de l'art, mais aussi à des choses, voilà, à des produits dérivés, comme toi tu le dis. Moi, je trouve, quand tu dis que c'est pas un projet artistique, pourquoi pas, hein, je veux dire, aujourd'hui, il y a des artistes comme Maya Rocha, par exemple, qui, dans son histoire d'œuvre totale, elle fait à la fois des installations hallucinantes dans des musées ou dans des centres d'art, puis en même temps, elle fait des tapis de yoga, elle produit des tapis de yoga avec sa non-figuration, etc., ses effets colorés et tout, ça fait partie de son œuvre d'art totale. Puis je trouve qu'il n'y a pas de mépris à avoir, quoi. Ça existe et tant mieux. Après, je pense qu'il y a le curseur, jusqu'où on va, etc., etc. Mais sinon, l'art a toujours été main dans la main avec le monde de l'entreprise, sauf qu'on ne l'appelait pas comme ça à l'époque. Oui, et non, l'art, c'est un business. Hein. Bah oui. Je veux dire, voilà, oui. Mais dans le processus de la création, pour moi, sortie de l'école, je me lance là-dedans. J'ai un atelier financé par la ville, donc je rentre dans ce chemin-là. Au début de la création, je ne pense pas à la vente parce que tu fais des installations. Des installations ne peuvent pas être vendues pour des privés, mais tu penses comment les créer, comment pouvoir. Et là, c'est aussi du business, donc faire des dossiers de subventions, etc., de les placer dans les galeries. Et après, on arrive dans des autres sphères quand on devient vraiment coté, etc. Mais l'art, c'est du business. Du coup, ça en vient à ma question suivante, c'est excellent. Est-ce que les entreprises elles ont une responsabilité vis-à-vis des artistes, que ce soit financier, dans la liberté créative ou aussi dans la visibilité? Tu le disais justement, peut-être maintenant quand on pense entreprise, c'est vraiment des privés, mais c'est vrai que avant c'était peut-être l'Église ou encore d'autres institutions. Peut-être qu'on peut remplacer le mot entreprise par institution. Mais est-ce qu'elles ont une vraie, justement, responsabilité par rapport aussi à la vie des artistes en général? Moi, je suis de nature très positive, donc je regarde que le positif qu'on peut avoir. Pour moi, ça doit être du win-win.
Parce que justement, quand une entreprise prend un artiste pour créer quelque chose, ça leur rafraîchit leurs produits ou leur façon de faire. Et qu'est-ce que l'artiste peut gagner? Est-ce que c'est de la visibilité? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est juste passer un voyage ou voilà, passer du bon temps? Ça doit être des deux côtés. Vas-y. Non, mais je pense que c'est vraiment un soutien. Moi, je pense par exemple à la ville de Lausanne, qui a aussi un fonds des arts visuels, où chaque année, il y a pour à peu près, je sais plus, 30-40 000 francs d'achat d'œuvres d'artistes suisses romands, oui, en tout cas du cru. Ça, c'est une institution, mais je parlais des banques, il y a des musées aussi, évidemment. Tout ça, c'est vraiment du soutien. Et ce que je vois aussi de plus en plus, c'est que c'est aussi de l'aide à la production aujourd'hui. C'est pas seulement on achète des œuvres, mais aussi, voilà, on fait un projet, peut-être ensemble ou pas, mais on vous soutient à hauteur de pour faire le processus de production, créatif, parce que voilà, aujourd'hui, ça peut être aussi très, très au cher. début, un artiste ne vit pas des ventes, il vit de la concours, création, des subventions, et de la production pour la produire. Absolument. Et dans le cadre de Coca, quand on a lancé la Journée des Arts il y a 2 ou 3 ans, la première, en fait, on a été approché par Visartevo. Et Visartevo, c'est une association très ancienne. Ouais, qui a pour but d'accompagner justement et défendre les artistes. Ouais. Donc, le fait qu'on fasse ça ensemble, ça a aussi apporté, c'est un mot que je vais réutiliser, mais de la légitimité au projet. Où se dire, c'est pas juste Coca qui va prendre 3 artistes et puis qui va faire des ventes et puis qui va faire du business avec ça. Non, on a réfléchi, on a commencé en prenant, c'est même Visarte qui a sélectionné 8 artistes, 8 œuvres qu'on a proposées. Ça a cartonné, les bénéfices, plus de la moitié revenaient aux artistes, et puis on a relancé un projet 2 ans après, où on a fait grandir avec un appel à projet, et toujours dans l'idée de mettre en avant les artistes, et pas de dire on fait de l'art, regardez, on est super fort, on est gentil, on est bien. C'est non, je travaille avec des fournisseurs qui produisent en masse des produits, et puis je travaille aussi avec des artistes qui on va proposer une pièce unique, et puis ça plus ça fait qu'on est un peu... Il y a des gens qui connaissaient pas Coca, des artistes qui connaissaient pas Coca et qui ont découvert ça et qui sont étonnés qu'on le fasse aussi maintenant, et ça fait tourner un peu les mentalités. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a des gros résultats sur les ventes des œuvres qu'on propose, mais par contre, on le fait. Et on fait ça et on met en avant... Et vous le faites bien. Ouais. Tu m'avais invité à ce jury l'année passée. Voilà, la qualité était au rendez-vous. C'était vraiment dingue, un partage de compétences. Voilà, puis le résultat était vraiment plutôt réjouissant. Ouais, le jury était composé vraiment de personnes qui sont dans le domaine et qui sont expertes. Et du coup, la sélection qui a été faite, moi, en tant qu'acheteur, si j'avais dû faire une sélection pour vendre et faire du volume, c'est pas forcément les œuvres vers lesquelles je me serais tourné. C'était ça qui était intéressant. Les discussions étaient très, très riches. Assez intense aussi. Et puis, au final, la vente s'est faite. On n'a pas cartonné, mais le projet est là, et on refait la vente de la deuxième partie des œuvres cette année. Et par contre, voilà, dans l'offre, on présente les artistes, on explique qui ils sont, on met une photo de leur atelier si on a, et on pousse un peu plus loin le projet que juste un dessin et un prix, quoi. Mais ce que je trouve intéressant là dans cette expérience, c'est que tout le monde s'est un peu déplacé intérieurement. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, parce qu'il y a des artistes qui connaissaient pas Coca, Coca connaissait pas certains artistes, et puis voilà, on s'enrichit mutuellement, et ça, je trouve que c'est riche. Et justement, ce petit déplacement qui est toujours très très favorable pour notre vie. Hein. Je trouve que c'est bien de pouvoir la vivre aussi au sein d'entreprises qui vont à la découverte de l'art et qui veulent faire quelque chose avec, des projets. Non, c'est vrai. Ouais. Mais justement, est-ce que tu penses que Coca, à la base, pour toi, si tu connaissais Coca avant ce projet, tu te serais attendu à ce qu'il y ait des projets comme ça, et est-ce qu'on est crédible, ou tu dis non, là, il faut un coup de pub Moi, je ne vous connais pas super bien, je dois vous dire, mais ça m'est arrivé de suivre les choses que vous faisiez. J'ai toujours été quand même assez... vraiment, comme on dit en canton de Vaud, déçu bien. Non, je trouve que vos opérations, elles sont vachement bien foutues. C'est très pro, c'est très ciblé, c'est visuellement, c'est chouette. Enfin bref, il y a vraiment
J'arrête pas de dire chouette, ça va pas. Il faut que je change de mot. Mais il y a déjà un sérieux dans la manière de se montrer, de faire. J'ai l'impression qu'il y a un système sous-jacent aussi qui est sain, qui est bonnard. Voilà, c'est mieux que chouette. Et puis là, quand il a été question justement de ce jury où tu m'as invité l'année passée, j'étais aussi vraiment... Bon, j'avais suivi l'affaire Picasso, que j'avais trouvé pas mal, parce que je m'étais dit, en fait, d'abord, je me dis, mais c'est quoi ce truc un peu putassier? Et puis après, je me suis dit, mais en fait, non, c'est assez malin. D'autant plus qu'il y a eu quand même des étapes. On l'a montré au Mamco, on l'a montré à la ferme des Tilleuls aussi, à Renan. Et puis maintenant, en plus, vous pensez à la suite. Vous vous dites, tiens, c'est pas aussi accessible que ça, donc pourquoi pas avec cette histoire de roulotte comme avec ça. Avec le camion, où en fait, de ville en ville, on pourrait peut-être voir ce chef-d'œuvre. Je trouve ça assez malin. Et puis voilà, vous pensez les choses jusqu'au bout et vous les faites évoluer si vous arrivez dans un angle mort. Donc je trouve ça très fertile en fait. Voilà, donc ça m'a donc j'avais de base assez confiance dans ce que vous faisiez. Et puis là, au niveau culturel, je me dis bon, en fait, ça se tient quoi, ça se tient. Tant mieux. Donc là, on parle un peu de points de vue différents, tu parles de situation win-win. C'est quoi les secrets d'une bonne collaboration? Ou d'une collaboration en tout cas réussie, tout qui se passe bien, ou qui donne envie? Ça peut être du point de vue artiste, du point de vue entreprise, institution. Je pense que les choses doivent être établies au départ, des attentes, des risques, ou peut-être même on ne pense pas à certains risques et puis c'est pas grave. Mais c'est comme dans toute relation, il faut que ça soit clair, honnête, et puis après ça se passe bien. Donc on peut pas dire si une entreprise nous dit mais tu fais ça pour moi, mais je te paye pas, mais tu verras la visibilité incroyable. Moi j'y crois pas. Je veux dire ok, tu peux me dire ce que tu veux, mais on verra après, on en parle après. Mais donc on peut être lucide et puis savoir le risque que tu prends. Et aussi les enjeux. Mais moi, je rebondis juste encore un tout petit peu sur ce jury, où tu dis justement, finalement, les œuvres que nous avions choisies n'étaient pas forcément celles que vous auriez choisies, mais vous avez gardé, vous nous avez laissé libre et vous avez suivi finalement notre opinion. Donc, ça veut dire que chacun est là pour ses compétences. Justement, comme je dis, on se déplace, on partage, puis on va un petit bout avant. Puis c'est peut-être ça aussi, ce qui est très réussi, c'est que c'était pas un jury chiqué. C'est pas du genre, mais ça, en fait, finalement, ça va peut-être pas partir parce que c'est quand même pas tout à fait aussi sexy pour la communauté coca. Non. Vous savez que c'est, la parole d'experts. On était ensemble, on avait vraiment une sorte de... On a choisi ça vraiment à l'unanimité, si on veut bien. Et puis j'ai trouvé chouette que même si ça ne correspondait pas complètement à votre esprit, c'est justement que ce soit qualitatif. On a voulu faire les choses bien, c'est clair. Et puis il y avait ce débat, je me souviens, pendant le jury, c'était... mais ça, c'est pas vraiment de l'art, c'est plus une illustration, justement, par rapport à ce que tu disais avant. Plus de la com aussi. Et puis, donc, c'est clair qu'on avait des œuvres assez spécifiques. Et puis, oui, c'est clair que la sélection, quand tu choisis... quand je fais ma propre sélection de produits que je vais vendre sur Coca, ou là où c'est un jury, mais c'est ce qui fait que le projet était légitime et crédible aussi. C'est ça. Et t'en parles aujourd'hui positivement, donc c'est qu'on a gagné aussi là-dessus, quoi. C'est clair. Et puis dans les collaborations, pour revenir, je pense que je parle de la relation acheteur-fournisseur que j'ai, mais c'est pareil dans l'art, c'est du win-win, où il faut que les deux s'y retrouvent. Et puis voilà, que ce soit en termes de conditions d'investissement, de temps, de travail, et puis de fun, tout simplement. Et surtout de fun. Je pense que des fois il y a que le fun, hein. Et puis tu le prends. Enfin oui, bien c'est sûr. chouette aussi. Et puis quand tu arrives à partir d'une idée, en buvant un café sur un salon et derrière réussir et puis je crois que la collaboration elle continue pour toi avec Soren. Non? Exactement. Donc, ça a créé aussi une émulation, quelque chose qui dure, c'est super. C'est génial. C'est génial. Alors depuis tout à l'heure, on voit qu'il y a quand même une nuance entre artiste et peut-être des fois illustration ou peut-être plus marketing, on va dire, si j'ose. C'est quoi justement un peu cette ligne peut-être très transparente entre artiste, artisan, artisane? S'il y en a une, parce qu'il n'y en a peut-être même pas d'ailleurs.
Mais ouais, c'est compliqué. Toi, tu peux en parler parce que tu as un peu les deux casquettes. Ben voilà, moi je voulais mettre des lignes et des frontières entre voilà, artisans. Je suis aussi quelqu'un de très manuel, donc moi j'aime aussi fabriquer les choses, donc je pars aussi dans l'artisanat. Mais plus j'avance, plus je me dis il faut plus donner des étiquettes aussi. Moi, je suis aussi graphiste, donc je fais des scénographies. Enfin, mais je fais tout ce qui m'intéresse en fait. Et puis quand on me propose quelque chose ou quand j'ai envie de quelque chose, je me mets les moyens pour les faire. Et puis j'essaie vraiment de plus me poser la question quelle casquette je porte aujourd'hui. Mais est-ce que c'est important vraiment de définir ces deux termes? Est-ce qu'on doit dire un artisan, c'est ça, un artiste, c'est ça? Au final, ce qui compte, c'est peut-être l'émotion qu'on a quand on voit une œuvre et puis qu'est-ce que ça nous fait, que ce soit du graphisme ou de l'art. C'est plutôt un peu ça, je pense, le ressenti qu'on a face à une production d'une personne qui a travaillé dessus. Je le vois plus comme ça, mais après, il y a la peut-être distinction artiste professionnel et artiste amateur, celui qui va gagner sa vie et celui qui n'en fait ça en loisir. J'ai aussi l'impression quand même que dans le terme artisan, il y a peut-être, comme tu disais, une facilité enfin, c'est peut-être plus facile de dire je vais vendre ce que j'ai créé, parce que dans les deux cas, c'est quand même de la création. Peut-être avec le terme artisan, il y a quand même une facilité à dire que c'est quelque chose pour lequel on va être rémunéré, alors qu'avec artiste, il y a peut-être une notion où, comme tu disais, on le fait peut-être juste pour le fun ou juste pour la libération. Ou... Oui. Faire de l'art comme on l'entend donc dans les galeries, dans ces institutions-là, c'est pas toujours fun de la création. Hein? Des fois très dur, hein? Mais voilà. Et on le fait. Pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait, ouais. Je pense parce qu'on a quelque chose à dire, peut-être parce qu'on communique différemment. La parole, pour moi, ce n'est pas le meilleur média, donc je fais autre chose. Et des fois, c'est une impulsion, des fois, ça vient direct, tac, paf, une idée. Allez, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Et puis, c'est quelque chose comme ça, mais je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'était. La différence entre artisan et artisan. Ouais. Mais peut-être là, enfin, excuse-moi si je te coupe. Non, pas du tout. Peut-être qu'on a comment dire, on projette beaucoup sur l'art, on attend beaucoup de choses de l'art, c'est presque quelque chose qui sacralisé, sacralisé. On a des attentes de dingue, on sait ce que c'est que quelque chose d'artistique, on sait ce que c'est que l'art, ça peut pas être de l'art, etc. C'est incroyable quand on discute. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce monde-là, et c'est extraordinaire les conversations qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on attend de l'art, quoi. Vraiment, on attend de l'art comme un dieu, quoi. Vraiment. Un truc genre pourvoyeur d'émotions, mais bon, ça peut être tellement de choses. Et puis l'artisan, on attend peut-être moins de lui, même si on attend un savoir-faire, parce que c'est souvent les artisans normalement travaillent pour aussi des objets qui vont être fonctionnels, qui vont entrer dans notre vie de tous les jours. C'est pas le même statut. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui font appel à des artisans verriers, des céramistes, etc., pour comment dire, produire leurs œuvres à partir d'idées qu'ils ont. Donc, je trouve qu'il y a aussi cette rencontre entre, qui existait déjà au début du XXe avec les... j'ai plus... Art and crafts, c'est ça, hein, ce mélange d'artisanat et d'art. Mais voilà, il y a des artisans qui poussent très 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 loin aussi leurs éditions et d'un coup qui basculent dans le champ artistique. Après le design aussi, les designers aujourd'hui sont beaucoup des designers aussi d'auteurs. Enfin bref, tout ça c'est une longue histoire avec c'est très poreux, parfois c'est très fermé. Enfin voilà quoi. Ouais, il y a aussi l'utilitaire. Bon après voilà, de nouveau définir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est pas. C'est ça, mais c'est ça, absolument. Mais qu'on peut toucher, qu'on peut utiliser au quotidien. Mais bon, en regardant les choses, on l'utilise aussi au quotidien. Donc ouais, c'est un peu le. Non mais c'est fou parce que moi je me souviens qu'à l'époque, quand je travaillais à l'ECAL il y a plus d'une vingtaine d'années. Le design, qui est évidemment enseigné à un super niveau là-bas déjà il y a une vingtaine d'années, c'était pas du tout dans les mœurs, quoi. Les gens n'étaient pas du tout ni vintage, ni le design, ça touchait pas une grande catégorie de public.
à part un peu les nantis ou comme ça. Et aujourd'hui, c'est juste hallucinant de voir tout le monde a envie d'avoir une chaise Eames. Tout le monde a une connaissance du design. Donc maintenant, on peut pousser encore plus loin avec justement du design d'auteur où je pense des gens qui, il y a 20 ans, n'auraient jamais acheté une pièce de design peuvent maintenant acheter du design même fait ici, parce qu'à coup, ils ont compris quelque chose qui les touche. Et puis, il y a tout... Enfin, voilà, donc il y a des déplacements. Une fois de plus, on revient à ça. Mais voilà, ce qui était très élitaire il y a une vingtaine d'années, maintenant est arrivé dans le domaine plus commun. Donc, le design d'auteur devient aussi quelque chose de désirable, en fait. Et qui a aussi son succès. Moi, j'imagine que toi, par exemple, tes vêtements, je pense qu'il y a une vingtaine d'années, je ne pense pas que ça aurait passé... je pense que grâce à la mode très, 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 très cheap et très mainstream, tu as réussi aussi à te placer dans une niche, non? Tu ne crois pas? C'est pas très... Non, peut-être t'es pas cheap. Non, parce que tu fais toi, justement. Le fait qu'il y a tellement... Tout à coup, tu te démarques par quelque chose... C'est comme si on avait un peu une œuvre d'art, parce qu'il n'y en a pas 20 000 exemplaires. Hein, mais c'est peut-être pareil avec le design, ou comme tout le monde a des choses Ikea, t'es peut-être très aussi content d'avoir une pièce qui sort du lot chez toi. Après, les artistes dans les années 70, 60, c'était aussi très trendy et très... Oui, mais dans d'autres cercles, là, maintenant, les sphères, aussi... Voilà, c'est ça. Oui, exactement. Ouais. Mais pour revenir justement à art artisan, je pense qu'il y a aussi une question de lieu et ça fait quelques années que je me questionne là-dessus quand je vais voir des expositions. Peut-être ça fait un lien avec ce que vous proposez et le Picasso. C'est... voilà, vous avez tous vécu des vernissages d'art. Je sais pas pourquoi on me regarde. Non, mais oui, un peu mondain, bling et compagnie, bien donc sûr. C'est aussi, on se reconnaît, on se montre, on parade. Ouais. Ça donne aussi une légitimité à l'art. Mais je trouve qu'il y a aussi cette question, pourquoi ces musées? Donc, on veut parler, on veut s'ouvrir, mais on montre tout ça dans un lieu tellement clos, en fait, et pas très accueillant. Même souvent par les gens, par l'atmosphère aussi un peu intimidant si on n'a pas forcément tous les codes ou tous les... Exactement. Donc, je trouve ça intéressant aussi d'ouvrir cette question... comment exposer l'art, comment se faire voir maintenant avec les réseaux sociaux, ok, ouais. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, comment moi je me sens par rapport à ça, et puis le fait de faire ces illustrations, puis de collaborer avec d'autres designers, j'étais vraiment super bien accueillie, et voilà, le feeling il a eu, ils m'ont pas, elle c'est une illustratrice, et je trouve que les designers sont beaucoup plus ouverts à naviguer entre ces différentes zones, art, artisanat, design, que les artistes, en fait, pur et dur. Désolée. On voit aussi, je sais pas, par exemple, dans la mode, il y a énormément de collaborations entre, justement, peut-être couturiers, artisans, artisanes, et puis, justement, peut-être artistes. J'ai aussi ça, l'impression que depuis, je sais pas, peut-être une vingtaine d'années, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant. On le voit dans les défilés, on le voit justement même... de manière plus simple, on peut aller dans des magasins puis acheter des collabs d'artistes ou peut-être même des montres qui font des collaborations. C'est devenu des licences aujourd'hui, quoi. C'est même plus l'artiste, c'est Keith Haring sur des chaussettes, sur des chaussures, Basquiat, on les retrouve partout aussi. Et puis on se demande, quel est l'objectif derrière. Là, je pense qu'il y a peut-être plus un objectif qui est devenu commercial. Mais en même temps, ça permet aussi de c'est comme dingue. Partager. D'imaginer, il y a 20-30 ans, jamais on aurait mis du Keith Haring en chaussettes. Donc là, de nouveau, ce déplacement, c'est devenu vraiment de la culture pop. Et puis le pop, il est plébiscité par tous les publics. Mais c'est assez marrant parce qu'on parlait justement des collaborations avec des artistes dans le lieu des entreprises. Je crois qu'à Bâle, il y a un tout nouvel hôtel qui a été construit par Herzog et de Meuron et avec un rooftop absolument incroyable, etc. Et ils ont demandé à l'artiste qui travaille la lumière, James Turrell, américain, de s'occuper en fait de la lumière du bar, je crois. Donc en fait, il y a un James Turrell qui est intégré. Alors, it's so chic. En même temps, je me réjouis d'aller voir aussi. Parce que pourquoi pas? De nouveau, il n'y a pas de...
il n'y a pas de mépris à avoir. Quoi. C'est, de nouveau, l'artiste s'est déplacé, sans doute qu'il a été bien payé. Et alors? Et s'il avait envie, Exactly. voilà, où le problème. Ouais. Donc il n'y a pas de limite dans la collaboration tant qu'il y a du fun. Mais tant que l'artiste, tant que tout le monde est ensemble, participe, oui. Alors après, faire des chaussettes, Keith Haring et compagnie, là, ça m'intéresse un peu moins parce qu'on n'est plus dans le domaine de la collaboration. On est clairement dans la consommation. Mais quand on est justement encore dans des relations où tout le monde a son mot à dire, ça, je trouve ça plutôt intéressant, ouais. Après, j'imagine qu'il y a des dérives aussi, mais bon. Oui, puis après, tout le monde se fait critiquer, et puis voilà. Espèce de vendu. Peut-être certains, ils adorent les chaussettes catering, et d'autres disent non, mais pourquoi il fait ça? Enfin, voilà, il y a de tout aussi. Donc, mais après, c'est entre l'artiste et l'entreprise qu'il faut qu'elle entende. Et puis, On a parlé du coup de beaucoup de collaborations, de projets peut-être un peu fous, comme vendre un Picasso. Pour vous, c'est quoi les projets les plus fous qui vous ont peut-être un peu marqué ou en tout cas que vous aimeriez voir un jour se réaliser? Ou ça peut être à titre personnel, ça peut être à titre de collaboration. Quelque chose qui vous ferait vraiment rêver ou qui vous inspirerait en tout cas. On fait venir Banksy au QG et puis il repeint la façade. Et puis il fait ça devant tous ceux qui ont envie de venir le voir en action, et derrière il nous parle de son parcours de vie. Lui-même, bien sûr. Ouais. On a le droit à rêver, non? Ouais. Si tu as son numéro de téléphone, je viens, je l'appelle, on lui propose. Mais si on peut rêver, ce serait ça, quoi. Je pense. Maintenant, c'est dur comme question. Ouais, c'est pas facile. Bon, moi, j'aime pas forcément les coups, parce que les grands coups comme ça, c'est quelque chose qui est aussi très éphémère. On est aussi dans cette logique de l'ère du temps, justement de l'ordre de la consommation. Paf, il y a un truc qui arrive, pop-up, c'est chouette. Ça a aussi ses vertus, bien entendu. Mais moi, j'ai toujours été très... j'aime aussi beaucoup ce qui se passe au niveau, par exemple, de l'urbanisme, de l'architecture. Ou lorsqu'on a un édifice qui est commandité ou porté par une commune ou par un canton, il y a toujours le pourcent culturel, en fait, 1% de l'œuvre masse, totale, du coût de l'œuvre, qui est dévolu pour une intervention artistique. Où là, de nouveau, il y a des jurys qui choisissent, en général, je sais pas, c'est sur invitation, 8-10 artistes qui vont devoir faire quelque chose sur mesure avec énormément de contraintes. Et puis, en même temps, une force créative absolument géniale. Et puis, il y a des choses, mais dingues, vraiment dingues, qui arrivent à mettre à coup en tension l'architecture. C'est une vraie... c'est un dialogue, une tension, c'est fertile. Alors, il faudrait que je réfléchisse, là, c'est beaucoup de mots. Mais... qu'est-ce que j'ai comme idée de réalisation? Peut-être pendant ce temps de parler, que peut-être j'en trouve une. Bon, des trucs dingues, tout est relatif, mais j'en ai fait quelques-unes dans la création plutôt justement artistique, comme genre, je sais pas, je collabore depuis des années avec une compagnie de danse et puis je fais toute la scénographie, le concept visuel, et on a dû j'ai eu l'idée, donc j'ai dû créer à la fin de la pièce un toit qui fait 100 mètres carrés, qui descend en plus à la fin. Ouais. Donc, mais une structure démontable qui doit rentrer dans une fourgonnette. Les contraintes. Facile. Les contraintes. Enfin, bref. Mais pour le futur, moi, j'aime bien collaborer. J'aime bien ce flash de collaborer avec des grands noms, justement une montre, des trucs comme ça. Après, c'est pas le grand rêve ultime. Mais des petits trucs comme ça, que ça continue, quoi. Moi, je me réjouis d'un projet à venir. Je préside la commission culturelle du chantier du tram lausannois et on vient de lancer un concours justement à 6 artistes pour penser à une intervention artistique sur l'entier d'une rame de métro. On aura les résultats jury et tout au mois de juin, donc vous verrez, mais ça c'est vraiment très excitant d'imaginer que pendant
5 ou 10 ans, on aura une rame artistique qui n'aura pas, il n'y aura pas de publicité, il y aura pas, enfin vraiment, ce sera, voilà, il y a beaucoup de contraintes, mais les artistes peuvent vraiment trouver une sorte de terrain de jeu très, très intéressant. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que je trouve d'assez monumental, en mouvement, puis qui est très réjouissant. Et voilà, on a vraiment bossé ensemble pour que, que toutes les instances, on soit main dans la main, quoi, pour pas que le projet soit inadapté. Voilà, on attend les réponses. Mais ça, c'est du futur, mais du futur proche. C'est très joli. Ouais. Mais ouais, tu leur apportes un support auquel ils ne pourraient pas accéder en temps Absolument, normal, quoi. Donc c'est ça ça. t'ouvre aussi la créativité. Ouais. Si Trop j'avais su, on m'aurait Le proposé. prochain. Alors là, justement, on parle de pourcent culturel, qui est quelque chose qui est peut-être imposé par les institutions où genre, chaque nouveau projet est obligé d'investir dans la culture. Investir dans la culture, c'est peut-être encore un mot encore à définir, mais comment, en tant qu'entreprise, du coup, on peut-être se contraint à ces sauges-là. Je sais que Coca, il y a des collaborations notamment avec Image Vevey ou encore les Design Day, tu disais. Du coup, c'est quelque chose qui est impulsé, qu'on s'auto-force, pas forcé, non, mais tu vois, tu vois, la collaboration avec Milica et Soren, c'est né parce que moi, j'ai bien aimé son travail et ils étaient OK les deux de collaborer, donc ça a été créé comme ça. La Journée des Arts, c'est Visarte qui est venu nous voir il y a quelques années. Et comment on pourrait faire quelque chose ensemble? On s'est posé, on a discuté aussi avec Denis Roueche, le vice-président de l'association. Et voilà, et depuis, on se suit. Pour Image Vevey, Coca les connaît aussi depuis quelques années. Et on s'est dit comment on pourrait les accompagner. C'est vrai que c'est un événement qui rassemble beaucoup, qui est lourd à porter. Et eux, ils ont besoin aussi de finances. Donc, on a pu faire une collaboration avec Henri Ledwiller, qui est un photographe de renom. On a vendu des tirages à lui. Et puis, on a reversé une grande partie à Image Vevey. Donc, l'intérêt derrière, c'est offrir quelque chose de nouveau, encore une fois, à la communauté. On est approché par beaucoup de monde. Et en fait, on est quand même exigeant. Moi, j'ai des gens qui me contactent, qui peignent des chats le dimanche dans leur salon sur des petits tableaux et puis qui vendent ça au marché de Noël de leur village et puis qui me disent on pourrait faire une vente sur Coca. Et c'est vrai que on a des critères qui sont peut-être subjectifs, mais où on est obligé de se limiter, mais on a cette exigence qui fait qu'on veut quand même apporter quelque chose de qualité pour rebondir sur le jury où on a pris des experts. Voilà, on fait pas, on va pas dans tous les sens, sinon ça pourrait vite devenir un peu n'importe quoi. Mais on est beaucoup approché en général maintenant pour des collaborations ou alors c'est comme ça. Et donc, du coup, entre guillemets, cette sélection, c'est quoi? C'est genre beaucoup de relations humaines, beaucoup de contacts. Oui, ouais, c'est clair. Et puis après, c'est, j'imagine, un peu du cas par cas, vraiment peut-être justement, comme tu dis, une découverte, un coup de cœur. Typiquement, pour Image Vevey, entre Henri, qui est un ami de Stefano. Le directeur Stefano Stoll. Oui, exactement. Pardon. Tout le monde ne connaît pas. Ouais, Stefano, le directeur d'Image Vevey. On s'est retrouvés à l'Écale un soir, tous les trois, et puis on s'est retrouvés une heure après à manger des pizzas et puis discuter les trois, où moi je les connaissais pas forcément personnellement. Et puis cette idée est née. Et c'est pas quelque chose qu'Henri Ledwiller aurait fait, je pense, n'importe comment. Et il l'a fait parce qu'il soutient Image Vevey. Il avait aussi une exposition à la Biennale de cette année. Donc c'était important pour lui, ça lui tenait à cœur. Et oui, c'est du relationnel. Parce qu'on s'est rencontrés et c'était pas juste un coup de fil de Stefano, on va faire une vente sur Coca, fournis-nous des tirages. Et puis voilà, non, il y avait une vraie idée derrière d'un engagement commun, quoi. Et donc là, par exemple, c'est des projets quand même qui... je sais pas, si je prends Image Vevey, c'est quand même très basé photographie. Oui. Du coup, là, comment on fait en tant soit qu'artiste ou institution? On s'adapte à sa communauté. On essaie justement de proposer des collaborations vraiment spécifiques. Ou au contraire, est-ce qu'on... Alors peut-être pas partir dans tous les sens, mais est-ce que justement on essaie de proposer quelque chose de nouveau qui est peut-être pas forcément le cœur de cible de la communauté pour justement l'ouvrir à d'autres sujets ou comme tu dis, avoir un autre point de vue Dans le cadre du projet avec Image Vevey, les photos avaient déjà été prises d'Henri, donc on a juste fait un tirage exclusif. C'était quoi le choix? C'était quoi, ça représentait quoi l'image? C'était il photographie des objets qui ont appartenu à des célébrités. Donc on a essayé d'être pour le coup dans la sélection assez vaste.
je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté ces photos sans connaître Henri Leadviller, tu vois. Ils ont acheté parce qu'ils aimaient bien la photo, ils aimaient bien l'objet. Une paire de Nike, la guitare de Prince, voilà, des produits un peu iconiques. Donc là, la sélection s'est faite aussi avec Henri sur qu'est-ce qu'il était aussi prêt à nous offrir pour cette vente. Et puis par contre, je prends l'exemple de la Journée des Arts où là on a fait un appel à projet sur toute la Suisse. Des artistes ont participé et donc là on savait pas du tout déjà si on allait recevoir des participations. On a eu entre 100 et 200 il me semble, voire peut-être un peu plus. Et derrière la sélection, comme on disait, c'est faite vraiment avec des experts. Donc là c'était vraiment de la nouveauté. Et puis le coucou avec Soren et Milica aussi, c'est incroyable parce que c'est quelque chose qui n'existait pas avant et qu'on a pu proposer, qui est exclusif. On essaye que ce soit en général chez Coca pour nos offres, d'amener de la découverte et de l'exclusivité. Je pense qu'avec l'art, on peut encore aller plus loin. Ouais. Toi, Florence, avec ton podcast justement qui fait découvrir des gens, j'imagine que c'est encore une vision totalement différente parce que là, tu sais que c'est quand même des gens qui aiment bien l'art qui vont écouter majoritairement, mais le but du coup c'est de faire découvrir plein de gens. Oui et non, parce qu'en fait, comme on invite des jeunes gens de 14 à 19 ans à rencontrer de l'art contemporain, eux-mêmes ne sont pas experts d'art. Surtout, on veut pas. On veut qu'ils puissent y aller avec leurs propres ressentis, références, etc. Et puis, ces questions ensuite qu'ils posent à l'œuvre d'art, qui sont ensuite transmises à l'artiste, par exemple, et l'artiste ensuite est invité à leur répondre. De nouveau, c'est une histoire de déplacement, parce que les questions que les jeunes gens posent à l'artiste sont souvent des questions qu'il n'a jamais entendues. Donc, ça lui permet aussi, lui, de rafraîchir ou de voir autrement, en fait, son travail. Donc, oui, c'est un podcast, on pourrait dire, de niche, mais on espère... T'as un exemple de questions que les jeunes y posent ? Oh my God, on a fait 102 épisodes. Alors, c'est moi qui les enregistre et qui les monte. Certes, je devrais m'en souvenir, mais je sais pas, des choses mais tellement jolies. Dernièrement, dans notre 3e saison, on invite des jeunes gens à aller visiter des ateliers d'artistes. Donc, ça, c'est un truc assez fou pour ces jeunes gens. Parce que les ateliers, c'est déjà tellement expressif comme lieu. C'est une grande chance qu'on a et qu'ils ont. Et puis, je me souviens d'un jeune gars qui était arrivé dans le magnifique atelier de Carmen Perrin, qui est une très grande artiste basée à Genève et qui fait beaucoup d'œuvres dans l'espace public et qui adore l'espace. Et quand on arrive dans son atelier, c'est très, très lumineux, quoi. Il y a une sorte de showroom incroyable parce qu'elle travaille plutôt dehors, mais là, l'intérieur est très lumineux. Et je me souviens que le jeune homme qui était là, de 14-15 ans, me dit « Mais en fait, il y a ici une lumière de paradis. C'est important que votre atelier soit un paradis. » Et puis, elle, je me souviens qu'elle avait adoré cette question et elle m'en reparle toujours aussi. Alors, c'était pas par rapport à son art, mais voilà, c'est un paradis. Est-ce qu'on travaille bien dans une situation de paradis? C'était génial. Je pense que ça doit rester de niche. C'est comme chaque... médias ou métiers où voilà, on n'est pas tous scientifiques, on n'est pas. Il y a un certain moment où on dépasse une limite de compréhension. Donc moi je trouve même dans l'art c'est ok que ça reste élitaire, hein, élitiste. Les deux sont possibles. Okay. Et mais après ce qui est intéressant justement quand comme si deux univers se rencontrent où le dialogue commence à vivre et à porter, on se nourrit l'un de l'autre. Mais je pense que l'art est élitaire et devrait rester parce que comme ça on peut aussi aller un peu plus pointu, on peut un peu creuser ça et pas rester dans le superficiel au niveau création. Ouais. Mais du coup, c'est un peu... Enfin, je me dis, c'est peut-être un peu aussi délicat de rester dans l'élitisme parce que du coup, ça veut dire que pour une grande partie des gens, c'est peut-être moins ou peu accessible ou en tout cas, ça peut faire peur. Oui, bon, maintenant, il y a aussi toute cette vague de médiation culturelle qui est très, très intense. Hein. Je veux dire, il n'y a pas un seul musée qui n'ait pas justement son équipe de médiation. Oui, c'est toujours des grandes questions. C'est des grandes questions. Parce que, par exemple, le sport, il n'y a jamais de médiateurs sportifs qui vont venir traduire ce que c'est qu'un match de foot, par exemple.
pourquoi l'art a besoin de médiation culturelle, c'est parce qu'on part du principe que c'est une richesse, c'est de la connaissance, ça permet justement, pour des idées qui sont des fois assez cryptiques, tout à coup de descendre et de pouvoir donner du sens. On se rend compte qu'une œuvre d'art, c'est pas seulement évidemment quelque chose que l'on regarde, c'est quelque chose qu'on peut ressentir, mais qu'on peut aussi... dont on peut aimer le concept et puis ensuite se raconter des choses. Enfin, c'est tellement polysémique et riche que je trouve que c'est important qu'on puisse offrir aussi cette accessibilité-là. Mais effectivement, je pense que l'artiste se doit de rester à l'endroit où il a envie de créer. Et après, c'est à nous de faire le job d'accessibilité. C'est ce que vous faites aussi à COCA, ce qui se passe aussi dans les musées, etc. Et de vulgariser. Voilà, c'est ça. Comme moi, c'est mon boulot. Hein, la radio, je fais que ça. Hein. Je vulgarise, je rends accessible. Voilà. Ouais. Donc, chacun son boulot. Mais c'est vrai. Sinon, si l'art, si on demande à l'artiste d'être accessible absolument, ça veut dire on lui demande de travailler plutôt dans la com. Exactement. Et puis, c'est pas forcément son job. Hein. Oui, c'est plus le même métier, c'est plus la même chose. Il y a d'autres gens qui peuvent s'occuper de la com de l'art. Toi, quand tu fais des partenariats ou justement quand il y a eu ces ventes, justement, j'imagine que c'est un peu de tout ça parce qu'il y a à la fois l'artiste à mettre en avant, à la fois l'œuvre, aussi peut-être, comme tu dis, expliquer l'œuvre, mais en même temps, c'est peut-être pas nécessaire parce que les gens peut-être ont juste envie de sentir une émotion. On n'explique pas l'œuvre, sauf si l'artiste a envie de donner un titre ou d'apporter un petit peu l'explication. Peut-être sur la technique, ça peut être intéressant, je pense, de comprendre un peu les différentes techniques qu'il y a. Après, pour nous, c'est important de pas juste... Nous, on fait de la vente, on n'est pas un musée où on expose, donc c'est important d'expliquer qui est l'artiste derrière, ça c'est clair. Par contre, non, on va pas... Ce qui était intéressant avec Henri, c'est quand on lui demande comment il a fait pour photographier les chaussures de Mohamed Ali, j'en sais rien, ou la guitare de Prince, et puis c'est plutôt l'anecdote derrière sur... En fait, tu vois une photo, mais comment tu accèdes à ça derrière, c'est un trésor un petit peu, ou alors non, on s'en fout complètement et puis en fait ça nous touche pas. Et je pense que pour devoir expliquer, non, je pense pas que ce soit notre rôle. Après, c'est la donc il n'y a pas encore une équipe de médiation culturelle au sein de COCA. Je crois pas. Je crois pas. Non. On a fait un bon tour des sujets. Maintenant, j'ai encore 2-3 petites questions à vous poser. Si on est toujours dans quelque chose qui vous ferait rêver, si vous aviez une carte blanche pour un projet entre une entreprise ou une institution et un artiste, ça serait quoi votre idée la plus ambitieuse ? On parlait tout à l'heure, par exemple, je sais pas, de la mode qui collabore avec des grands artistes. On parlait de montres aussi tout à l'heure. Genre, si vous aviez une idée de collaboration ultime avec une entreprise. Ultime ambition, je vois pas l'ambition là, mais voilà, comme je disais, j'aimerais bien faire une montre, continuer avec des collabs aussi de vêtements, d'autres designers, peut-être justement d'autres entreprises un peu plus grandes qu'actuellement. Ce serait... Après, est-ce que c'est vraiment l'ultime truc ? Non, mais ça me ferait rire, ouais. Moi, je verrais bien pour COCA une commande annuelle à un artiste ou une artiste d'un papier peint. Ok. Tu vois ? Ouais. Une édition de papier peint. Ouais. Parce que ça revient aussi un peu à la mode d'avoir chez soi tout juste à coup un pan de mur. Voilà. Ou alors ça pourrait être aussi chez vous. Enfin, j'en sais rien, pour changer des fois un peu la perspective du mur. Vrai, je sais pas. Voilà. Mais un truc fou. Waouh. Il faut que je réfléchisse. Ouais. Moi, j'ai déjà dit, en fait, j'ai parlé de Banksy un peu en rigolant, mais c'est clair, ce serait incroyable. Mais non, sinon, ce qui me plaît là, c'est que j'ai eu accès aussi, via justement le contact de la première édition, Journée des Arts, tout ça. On a pu vendre des affiches du Montreux Jazz, les premières éditions signées et numérotées par les artistes. Et ça, c'était incroyable aussi, parce que comment on a réussi à avoir ça ? Parce que on nous a fait confiance, et puis on a réussi à expliquer ce qu'était COCA, parce qu'on avait eu ces Journées des Arts auparavant, et ces partenariats. Et là, l'objectif, c'est de proposer des œuvres aussi, et de continuer à proposer des œuvres d'artistes plus ou moins connus, et que les gens apprécient toujours ça, et qu'on puisse aussi nous faire confiance, et que des collectionneurs peut-être aient envie aussi de se dire... La personne qui avait ces affiches s'est dit, mais je vais en faire profiter tout le monde. Je dis, dans un tiroir, ça sert à rien. Il faut qu'elles vivent ces affiches.
Et en parlant avec des artistes aussi, pour eux, c'est important de se dire que leur œuvre, quand elle est chez quelqu'un, elle a une nouvelle vie et puis elle fait vivre aussi l'environnement autour. Et ça, c'est ce qu'on peut faire avec Coca quand on vend une affiche du Montreux Jazz ou une photographie ou un coucou. C'est un peu le message qu'il y a derrière et l'idée qu'on a, quoi. C'est continuer là-dessus. Ouais. Bon, moi, ce qui me frappe quand même beaucoup dans notre discussion, c'est qu'au cœur de tout ça, c'est toujours échange, rencontre, respect de qui on est. Puis voilà, gardons ces bonnes valeurs pour continuer à développer des choses. Vraiment, c'est ce qui me frappe dans cette heure qu'on vient de passer ensemble. Vraiment, tous les projets ont été... Ouais. Peut-être je rajouterais justement, il y a ce côté-là, mais il y a aussi le côté financier. Bien puis sûr. On doit payer les factures et tout. Et ce que j'ai... Peut-être le rêve ultime, mais je pense que c'est un rêve, c'est de pouvoir vivre du projet Waouh. Mais je pense que c'est un rêve. Super. Merci énormément pour tous ces échanges. Avant de conclure, on a un petit rituel qu'on a mis en place cette saison. Donc, les invités de l'épisode précédent vous ont laissé une question auquel je vais vous inviter à répondre. Et puis, bien sûr, vous pourrez en laisser une pour les invités prochains. Alors, la première question, elle est pour toi, Mélitza. Ouais. C'est Maï qui te la pose et c'est « Quelle est ton œuvre d'art favorite ?» Alors, heureusement qu'on ne me l'a pas posée. Hein. Favorite ou qui peut-être te parle en ce moment, te fait vibrer, quelque chose que tu as découvert récemment il y en a plusieurs, voilà, mais on parlait de Turel. Je suis vraiment une fan de James Way. Ouais. Vous voulez aussi répondre à la question, tant qu'on y est ou... Waouh, c'est pas facile, hein. C'est dur, moi je pense pas que je sois Après, capable. Après, il y a dans un autre registre, mais je trouvais incroyable, c'est Goya, le 8 mai, que j'ai vu en vrai, que j'ai étudié, vu sur des reproductions, mais quand tu la vois en vrai, elle fait quoi? Elle fait 5 mètres de haut, 4 mètres de haut. Peut-être j'exagère, mais c'est très grand. C'est immense. Et à cette époque, faire une œuvre comme ça, monumentale, qui représente ce sujet-là... Super. Alors, peut-être on passe aux autres questions. J'en ai plein, mais je suis tellement plongée dedans. Mais quelque chose. Ça peut être Georgia O'Keeffe, par exemple. J'adore cette peintre américaine qui a vécu toute une partie de sa vie quand on appelle ça, au Nouveau-Mexique, et qui a peint justement cette espèce d'étrange paysage, mais surtout des fleurs hallucinantes qui sont d'une sensualité dingue. C'est des mondes incroyables. Mais j'aime ça tout autant que j'aime certains primitifs italiens, des fresques dans des églises où tout à coup on voit que le fond d'or a été remplacé par du bleu. Et tout à coup on se dit, mais c'est l'histoire de l'homme qui se raconte là, quoi, qui se remet au centre du monde. Il y a des milliers de choses. Il y a des architectures qui me mettent dans une joie folle. Et j'ai adoré Marcel Duchamp aussi. Je trouve qu'il a quand même... permis à l'art du XXe de se repenser, de passer aussi à autre chose. Tellement. Je pense à Meret Oppenheim aussi, notre superbe artiste suisse, avec son déjeuner en fourrure, ou avec cette colonne cette colonne fontaine qui est à arborée comme ça, enfin arborée, moussue, qui est à Berne. Je trouve que c'est des choses... Voilà. Dès que c'est vivant, vibrant, je trouve ça dingue. Et James Turrell aussi, grande admiration pour lui. Et toi? Moi, j'ai beaucoup moins de culture que vous là-dedans, je crois, pour être honnête. Mais moi, hormis les œuvres de Mélitza. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est clair que j'aime bien le Banksy, tout ce qui se tourne autour, un peu, pas vraiment savoir, et puis qu'une œuvre naisse comme ça dans un endroit où on s'y attend pas. Et puis Keith Haring, j'aime beaucoup aussi quand même. Ce qu'il a fait, donc voilà. Super. Prochaine question, du coup, plutôt pour toi, Florence, mais vous êtes aussi libre d'y répondre. C'est Solène qui te la pose, et elle te pose la question. En vrai, tu le trouves comment, notre buste du mousquetaire? Je sais pas ce que c'est. Le truc, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Mince, non, je vois pas à quoi il ressemble. Zut. On n'a pas nos téléphones ici. Alors, l'assistance va nous prêter un téléphone. On va passer du coup à la question tant que le téléphone arrive. Et Leïla nous pose une question pour toi, Jonas. Oui. Aquarelle ou à l'huile? Oh, waouh.
Aquarelle ou à l'huile, j'en sais rien. Je vais dire aquarelle, je sais que tu fais des aquarelles. Peut-être que tu aimes nager, donc tu aimes l'eau, donc l'aquarelle. Oui, c'est ça. Non, je pense que je n'ai pas de réponse là-dessus à donner. Tu pourras en débattre avec elle. Oui. Et la photo du Picasso arrive. Yes. Pascal Meyer. Ah, du mousquetaire. Pardon, j'ai cru du bus mousquetaire. Ah, le pardon. Ah, le bus. Oui, Ouais. le Oh tableau my God. Ouais, alors c'est pas la période que j'adore le plus chez Picasso, j'avoue. Mais par contre, vraiment, j'ai beaucoup aimé l'idée. Et parfois, une idée peut me mettre aussi beaucoup de joie et de plaisir. Donc voilà, mais je suis pas sûre que j'aurais mis de l'argent là-dedans. Par contre, pour l'idée, oui. Voilà. Mais pour rebondir en fait là-dessus, c'est que c'est pas ce qu'on s'attend de voir de Picasso, quoi. C'est pas quelque chose qui a été le plus connu venant de lui. Et puis en cherchant, il a fait d'autres mousquetaires aussi. Et ça, c'est ça. Et c'est quoi? C'est une œuvre des années 60 C'est de 60. Ouais. Merci. On va nous dire dans l'assistant. Mettez en commentaire. Oui, bah c'est clair que c'est pas sa période bleue ou c'est pas ses périodes les plus Non, mais on sent qu'il est phares, déjà tellement virtuose dans la possibilité de passer... Enfin, comment dire, il sait manipuler quantité de style. Là, je trouve que c'est un peu too much pour moi. Voilà. C'est un peu trop... Il se regarde un peu peindre 68. pour moi. Voilà, c'est vrai. 68, bravo. Spécialiste. Moi, je serais plus intéressée justement pour le bus. Mais justement, que le bus. Mais oui, c'est Trop bien. voilà. Donc le bus est très attendu apparemment. Bien sûr. Donc le bus qui va amener le Picasso Le dans, bus du buste. dans Exact. des hôtels, des écoles, des EMS avant l'été normalement. Voilà. Jolie promesse pour l'été. On espère, on croise les doigts. Bah, merci infiniment à tous les trois d'avoir penché sur le sujet, d'avoir répondu à toutes ces questions plus ou moins pièges. Merci et puis, merci aussi à tous les auditeurs et auditrices qui continuent de nous écouter depuis maintenant un petit moment. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager, à nous suivre, mais aussi à poser des questions ou également à nous dire quelle était votre œuvre préférée ou celle qui vous fait vibrer en ce moment. On se réjouit de découvrir aussi ce qui vous fait vibrer. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour nous suivre et ne manquer aucun épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'En Vrai. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, osez vous poser des questions, avoir un nouveau point de vue peut-être, et puis explorer de nouvelles idées et rêver plus grand. Merci encore à tous les trois. Merci beaucoup. Merci.